l'année 2021. Donc, on se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année. Donc, maintenant, passons à février. Donc, encore là, plusieurs choses qui s'est passé. Donc, premièrement, on a commencé le mois avec M. Gérard Jean, qui est l'ex-maire de Lanoraie aujourd'hui, mais qui était maire à cette époque. Il a annoncé qu'il ne solliciterait pas d'autres mandats. Donc, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite de la mairie. Donc, on l'avait rencontré pour une entrevue. Ensuite, il y a eu une intervention policière à Berthierville. Bonne nouvelle également, le 8 février, c'était la réouverture des musées. Ensuite, il y a eu un nouveau projet qui a été créé au CRUL, donc qui s'appelait les Cafés Découvertes. Donc, on en avait parlé avec Pierre-Loup Belrose. Il y a aussi eu une nouvelle galerie d'art qui s'appelle la Galerie d'art Berthelet, qui a ouvert ses portes dans le centre-ville de Berthierville. Il y a Bianca Saint-Georges, qui est native de Lanaudière, qui a participé au camp d'entraînement d'équipe Canada au soccer. Bon, rappelons aussi quelques petites nouvelles. Le Patrick Morin a passé aux mains du groupe Turcotte et de l'entreprise ontarienne Home Hardware. Il y a également Dominique Ducharme qui a été nommé entraîneur par intérim du Canadien de Montréal. Rappelons que Dominique Ducharme vient de Notre-Dame-des-Prairies dans notre région. Vous avez surpris quelques personnes, quelques citoyens en faisant une grande nouvelle. Vous avez fait une grande annonce la semaine passée sur les réseaux sociaux mentionnant que vous ne vous représenterez pas aux prochaines élections qui seront en 2021. Donc d'abord, comment en êtes-vous venu à cette décision-là? Écoutez, ça fait un certain temps que j'y réfléchissais. Puis pas parce que je suis pas heureux dans mes fonctions, parce que j'adore ce que je fais. Et puis je vais continuer à faire ce que je fais avec le meilleur de moi-même jusqu'au mois de novembre. Et puis, mais ce qui arrive, c'est, je pense, il y a une question d'âge. Parce que j'ai commencé tard en politique. Disons que j'ai fait une carrière, moi, à la Société de transport de Montréal, dont j'ai pris ma retraite. J'ai eu la chance de prendre une retraite assez jeune. J'avais 52 ans. Et puis, à travers ça, bon, j'ai fait différentes choses. Je suis allé travailler en immobilier, puis comme courtier hypothécaire. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de m'en venir en politique comme conseiller municipal en 2009. Donc, en 2009, j'avais quand même 67 ans. Et puis, pas 67, je me tue, 57 ans. 57 ans. Et puis, à partir de là, mais là, aujourd'hui, j'ai eu 68 ans au mois de novembre. Donc, on sait que je suis dans ma 69e année. Au mois de novembre, lors des élections, j'entreprends ma 70e année. Et puis, c'est tout ça qui a pesé dans la balance. J'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire qui me supporte dans mon travail, dans le sens que ça prend quelqu'un qui accepte que son conjoint n'est pas souvent à la maison. Disons que, parce que moi, je suis une personne de terrain, je l'ai mentionné souvent, je suis une personne qui aime ça rencontrer les gens. Donc, j'aime ça, moi, aller au village. On a un club de marche à Lanoraie. Bon, je marchais avec les gens, puis autant pour aller avec les gens, puis entendre, parce que quand on veut être vraiment à l'écoute, c'est important d'avoir des oreilles un peu partout, puis de s'impliquer un peu partout. Dans le sens que je suis aussi membre de l'âge d'or, donc des aînés, je devrais dire. Donc, du club de l'âge d'or, il reste que c'est ça. Et puis, déjà là, moi, j'allais à toutes des activités, puis je vais continuer à y aller aussi. Au niveau de l'âge d'or, j'allais danser avec les gens. J'aime beaucoup la danse en ligne, surtout. Et puis, donc, à l'âge d'or, ça permet aux gens, ça me permet de fraterniser avec les gens, puis d'entendre tout ce qui se passe. Parce que, vous savez, quand on veut être à l'écoute de l'ensemble des citoyens, c'est très important d'écouter le feedback, excusez l'anglicisme, mais le feedback qui vient de partout. Si on veut avoir le vrai portrait, il ne faut pas avoir peur d'entendre ce que les gens n'aiment pas non plus. Exact. Puis c'est dans ce sens-là que nous, à notre conseil municipal, c'est toujours ce que j'ai prôné. Puis d'ailleurs, toute mon équipe, c'est le fondement de notre équipe. C'est l'écoute, c'est ce qui nous caractérise le plus, c'est l'écoute de l'ensemble. Puis donc, à partir de là,
je ne suis pas souvent à la maison, pour revenir au fait que mon épouse, elle vous dirait que je ne fais pas grand-chose dans la maison. Pour ainsi dire, je ne fais pas grand-chose à part y aider à l'occasion à faire la vaisselle. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'elle va me demander. Puis, mais il reste que j'ai une femme extraordinaire qui m'a permis, elle ne m'a jamais fait sentir coupable, bon, encore partie ou quelque chose de même. Puis pour moi, c'était important parce que je pense que pour avoir l'esprit libre quand on travaille, c'est important cette nuance-là. Donc à partir de là, moi, c'est pour ça que depuis que je suis en politique, j'ai donné mon maximum. Puis là, ben, on sait que l'espérance de vie, quand on regarde au Canada, est autour de 81-82 ans. Bon, en entamant ma 70e année, mon épouse, qui est un petit peu plus vieille que moi, mais elle ne paraît pas, là. En apparence, ça fait au moins 10 ans plus jeune que moi. Mais il reste qu'on veut profiter de la vie. Puis je veux qu'on se donne le droit de partir quand on veut, puis revenir quand on veut. Puis aussi m'alléger un peu l'esprit avec les responsabilités. Parce qu'on sait que c'est beaucoup de responsabilités d'avoir à ce que tout le monde soit bien puis le mieux possible. Puis on est quand même une belle municipalité. Puis 5000 citoyens, bien, c'est une belle municipalité. Exact. Puis je suppose, là, en plus, en temps de pandémie, veut pas, c'est... On le dit, le stress ou ce qui va avec, c'est un peu plus intense, si je peux dire ça comme ça. Il y a des mesures qui sont là, les citoyens qui, bon, sont tous enfermés, je pense qu'ils commencent à être de plus en plus mécontents ou tannés, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est sûr que le temps n'est peut-être pas... Exactement. Puis c'est important d'avoir la patience, de les écouter aussi, les citoyens, parce que quand les citoyens ont de quoi dire, quand on veut être à l'écoute, il faut que les gens sentent que ça va être reçu. Exact. Puis parce que sinon, les gens, si on est à l'écoute, puis les gens ne peuvent pas nous s'exprimer, bien, je veux dire, c'est pas mieux. C'est pas mieux de ce côté-là. Exact. Puis est-ce que c'était une décision qui était quand même difficile? Ou, j'ai vu que justement, il y a plusieurs commentaires en dessous de votre publication, votre vidéo Facebook qui a été faite. Je crois que vous étiez quand même très apprécié comme maire. Donc, j'imagine que ça fait quand même un petit pincement au cœur, si je peux dire, de quitter après 8 ans de... C'est certain. C'est certain que, oui, la décision, quand on arrive à la décision, puis quand on arrive à l'annoncer, je vous avouerai que ça, oui, comme vous dites, un petit pincement au cœur, parce que, oui, je regarde tous les commentaires que j'ai eus, je trouve ça extraordinaire, puis je suis rempli de gratitude face à ça, parce que, écoutez, je pense qu'en tant qu'être humain, je veux dire... De me faire dire tout ce que les gens, tous les commentaires qui ont été dits, là, ça me touche vraiment profondément, puis j'apprécie vraiment. Puis donc, c'est là qu'on veut être certain que oui, on se retire. Puis je voudrais pas, quand on a les choses à cœur, je voudrais pas non plus me retrouver, puis après ça, voir que ça ne s'est pas poursuivi dans le même sens. Fait que, c'est tout ça qu'on a peur, hein, quand on arrête, puis tout ça. Puis d'un autre côté, bien, il faut être capable de le faire à un moment donné. Après 3 ans de litige, on pourrait dire, pour ULM Québec, c'est la lumière au bout du tunnel, où j'ai encore une phrase que j'aime plus, vu qu'on parle, évidemment, on parle d'ultra léger, de ce qui vole dans les airs. Donc, je pense que le ciel s'éclaircit pour votre entreprise au moment présent. Effectivement, c'est un beau parallèle. Oui, on a eu un départ qui n'a pas été facile, en effet. Mais ça, je pense que n'importe quel projet, n'importe quelle entreprise a toujours des défis à surmonter. Nous, ça a été à travers des défis juridiques. On a eu beaucoup d'incompréhension au début. Mais là, comme vous dites, on est vraiment sorti de ce litige-là et enfin, on arrive à être uniquement sur du positif et sur du constructif. Alors, je suis vraiment heureux que ce soit une étape qui soit derrière nous et qu'enfin on soit sur un avenir beaucoup plus radieux. Si on veut un petit peu résumer, parce qu'il y a des démêlés avec la CPTAQ, avec la municipalité, avec des citoyens, si on fait un petit portrait rapide,
de ces obstacles-là qui ont été mis à travers le chemin d'un entrepreneur et qui aurait pu, évidemment, si quelqu'un n'a pas, on va le dire, comme les reins assez solides, peu importe le domaine, ça aurait pu arrêter rapidement, puis on passe à un autre appel. Oui, effectivement, en fait, cette expérience, elle vient vraiment poser des questions d'un point de vue de société, des questions de société plus profondes. Donc c'est sûr que, heureusement, au niveau du LM Québec, on a eu la chance de passer au travers, de faire reconnaître nos droits, de faire respecter nos droits. Mais c'est sûr que ça aurait pu être différent pour un entrepreneur qui n'aurait peut-être pas autant préparé le projet, n'aurait pas eu les moyens de ses ambitions, puis les moyens de faire valoir ses droits en fait. Donc si on pense un petit peu à l'historique, on a eu dès le début une réticence au niveau, une réticence en fait qui est plus une incompréhension au niveau des citoyens et de la municipalité. Et là, on est parti sur un processus juridique qui a été long et coûteux pour toutes les parties, en fait. Et on a travaillé pas mal avec tous les tribunaux, parce qu'au début, on était sur une injonction, donc essayer d'empêcher une activité. Là, c'était pour des raisons environnementales, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était à peu près dans la même époque où il y avait les grenouilles en rive sud, etc. Donc là, les opposants se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour essayer de bloquer le projet un peu comme des grenouilles. Et donc là, ils avaient été avec un oiseau rare qu'ils ont dit qu'il y aurait sur le site, puis finalement, après étude, ça s'est avéré que non. Donc en fait, il y a eu beaucoup de barrières, tous les moyens ont été utilisés. Et à chaque fois qu'il y a un moyen nouveau qui a été utilisé, il a fallu se défendre. Parce que lorsque quelqu'un nous attaque de quelque chose, même si on est supposé être innocent jusqu'à preuve du contraire, mais si on ne fait pas la démonstration, ça ne fonctionne pas, puis on doit fermer notre entreprise. Alors c'est un petit peu ça l'expérience qu'il y a eu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore plus heureux de pouvoir partager avec la communauté le beau projet qu'on développe, parce que ça n'a pas été un projet facile, donc lorsque quelque chose est plus difficile, c'est encore plus apprécié. Parce que là, on parle des citoyens au début, mais il y a la municipalité, il y a l'environnement, avec le dernier document là, à la fin de l'année dernière, ce qui est sorti, c'est la Commission de protection du territoire agricole. Oui. Fait que on parlera un petit peu plus peut-être de la CPTAQ, là, vu que c'est la finalité. Oui. Mais aussi, il y a eu de quoi là, par rapport à l'environnement, par rapport à la municipalité. Tout a été fait. Je pense que j'ai fait tous les types de tribunaux qui existent. Je suis passé au travers. Donc, soit les petites créances, la Cour supérieure, à travers le contrôle judiciaire. En tout cas, on a dû passer à travers beaucoup d'épreuves. Dernièrement, avec la CPTAQ, ce qui s'est passé, c'est que les opposants ont fait des plaintes à la Commission de protection du territoire agricole. Et même si cette commission disait, oui, nous on reconnaît qu'un aérodrome, on n'a pas de juridiction, donc on n'a pas le droit d'empêcher que ça existe, mais il disait que certains usages qu'on avait, comme la restauration, le restaurant d'aérodrome, les tables de pique-nique en bord de piste, la ligne électrique pour alimenter l'électricité sur l'aérodrome, il disait que ça, c'était pas nécessaire pour mener une activité aérienne. Et c'est là-dessus qu'on avait un litige. Finalement, on a dit à la commission, regardez, ce serait quand même bien de s'entendre pour éviter les frais juridiques pour les deux parties, tant pour le contribuable que pour nous. Et on est arrivé à une solution de faire certains compromis, puis de dire, regardez, même si on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, nous, notre plan de développement nous permet de faire la restauration sur une section qui est blanche, par exemple, donc au lieu qui est zonée blanche, donc qui permet la restauration à travers le camping, puis à travers nos autres activités. Donc là, on s'est dit avec eux, on ne va pas faire un débat inutile, soyons respectueux des fonds du contribuable et reconnaissez nos droits, puis nous, en échange, on fera cet effort-là. Et donc, c'est ce qui est arrivé, on a réussi à éviter le procès et à faire une transaction. Donc, forcément, lorsqu'on évite un conflit, c'est quand même une bonne chose, parce que dans des conflits, il n'y a que des perdants. Au final, tout le monde paye, puis il n'y a pas de vrai vainqueur d'un conflit. Donc, c'est un bon dénouement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Donc, bonjour. Bonjour à vous, Madame Lemont, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Oui, donc, il y a plusieurs choses dans l'actualité des derniers jours, ou des dernières semaines, je devrais dire. On peut commencer avec la pétition. Donc, il y a une pétition qui se nomme E3106 pour l'amélioration du sort des aînés qui a été créée. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 20 mars pour signer. Pouvez-vous résumer un peu c'est quoi les points clés de celle-ci? Absolument. En fait, vous savez que ça fait longtemps au Bloc qu'on réclame une amélioration des conditions de vie des aînés, entre autres par une indexation de la pension de vieillesse. Et
on semble être tout seul à crier dans le désert. Il n'y a pas de réaction du gouvernement. On pense que ça n'a pas de bon sens. Alors, on a des collègues dans le Bas-Saint-Laurent qui ont eu l'idée de lancer une pétition. J'ai trouvé ça très bien. Je l'ai reprise localement avec mes collègues voisins de circonscription. Puis ce qu'on veut, c'est accumuler le maximum de signatures possible pour faire pression sur le gouvernement. Entre autres, pour augmenter la pension de vieillesse de 110 $ par mois. On sait que dans les derniers mois, là, à force de mettre des pressions, on a réussi à obtenir un 500 $, 300, ça dépend du revenu des gens. Pour certaines personnes, c'est 300, certaines personnes, c'est 500. Mais un seul versement unique de 500 $, on pense que la COVID a eu un impact plus important que ça. Puis de toute façon, on demandait l'indexation avant la crise de la COVID. Donc, c'est la moindre des choses. Évidemment, là-dedans, on a regroupé un paquet de points. On a profité aussi pour dire que, exemple, l'accès à Internet haute vitesse, vous savez que c'est un enjeu énorme dans Berthier-Masquinongé. Bon, on a des nouvelles encourageantes ces jours-ci dans certains secteurs, mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore peu ou pas desservies par le service. Puis des fois, c'est surprenant, c'est des gens qui sont proches des grands centres. Bien, les personnes âgées sont particulièrement touchées par ça parce qu'ils ne peuvent pas sortir s'ils n'ont pas accès à ces réseaux-là. J'ai l'exemple d'une dame, entre autres, là, dans le coin des îles, qui ne pouvait pas faire des cours de formation, des ateliers hebdomadaires parce qu'elle n'avait pas d'accès à Internet et pas de lieu, comme les édifices municipaux étaient fermés, elle n'avait pas de lieu pour y avoir accès non plus. Donc, les conditions de vie des aînés, ça va large. Là. Et évidemment, un des points centraux aussi de tout ça, il y a les transferts en santé. Puis ça, le gouvernement libéral n'a pas l'air de vouloir bouger là-dessus. Ce qui nous répond, c'est « Ah, mais il me fera plaisir qu'on s'assoie pour discuter ça après la COVID. » Mais c'est maintenant, là. C'est maintenant qu'on a besoin de ces ressources-là. Puis on a vu l'impact désastreux du sous-investissement chronique qu'on vit depuis plusieurs années dans le système de la santé, dans nos CHSLD, là, où il n'y avait même pas de dirigeants dans chacun des CHSLD pour être responsable des politiques qui étaient prises, le manque de main-d'œuvre, le fait que des gens travaillent dans plus d'un établissement à la fois, le faible salaire aussi des préposés qui fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui sont interreliées là-dedans. Là. Donc, c'est une pétition pour les aînés. Je reprends, là, je me suis écarté un peu. Une pétition pour les aînés, mais vous voyez que ça touche différents aspects. Fait que j'invite vraiment les gens de la circonscription à participer à ça. C'est facile, c'est en ligne. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous connaissez peu le mécanisme, on aura aussi une version papier, simplement communiquer avec mon bureau, là, et puis vous pourrez l'avoir. Là. Donc, 819-228-1210. Parfait. Puis, est-ce que vous savez un peu le nombre de signataires jusqu'à maintenant? On avait, je pense que ça approchait le 2000. Là. Ça va être suffisant pour être déposé à la Chambre des communes, mais il n'y en aura jamais trop. Donc, j'invite les gens à la signer massivement. Je pense que plus on aura de gens là-dessus, plus le message va porter fort à la Chambre des communes là, pour exprimer le besoin des personnes aînées. Exact, puis il reste encore pratiquement, encore quasiment un mois, là, si je peux dire, voilà. Quasiment 2 mois en fait, là, c'est jusqu'au 20 mars. Absolument, puis ça prend 2-3 minutes de signer ça. Ouais, fait que, je vous invite à les prendre, ces 2-3 minutes-là, c'est bien important. Oui. De Berthier qui sont présentés. En fait, c'est un appel qui a été logé vers 21h hier soir pour une personne en crise dans un logement de la rue Montcalm, ici à Berthier. L'individu qui était armé, seul, s'est barricadé à l'intérieur de son habitation. On parle d'un logement de la rue Montcalm. Présentement, encore ce matin, il y a plusieurs policiers spécialisés qui sont sur place. On parle du groupe d'intervention. Il y a un périmètre qui a été établi autour de la résidence, autour des rues de la rue Montcalm. OK. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont été évacués? Effectivement, il y a toujours un périmètre sur place autour de la résidence où se passe l'événement. Il y a des gens qui ont été évacués là, dans l'immeuble à logement même. Puis présentement, on n'a aucune idée là, quand ça peut être libéré, là, quand la 158 va être réouverte. Non, on n'a pas de délai pour la réouverture de la route, mais on travaille activement à la reddition de l'individu. OK, d'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir, bonjour. Merci. Justement, il y a eu des nouvelles mesures qui ont été annoncées la semaine passée par le gouvernement du Québec, comme quoi qu'enfin les musées peuvent être réouverts. Donc, comment prenez-vous cela? Là, j'ai comme compris que vous aviez ouvert hier, parce que le lundi, vous êtes toujours fermé.
Exact. En fait, on est très heureux là, de pouvoir réouvrir. Le musée, c'est un lieu qui est extrêmement sécuritaire et on est en contact étroit avec la santé publique qui nous aide là, dans l'application des mesures. Donc, par exemple, on encourage les gens à réserver leurs billets en ligne sur le site Internet du musée. Donc, évidemment, ils doivent porter le masque. Lorsqu'ils arrivent, ils doivent se désinfecter les mains. On a des stations un peu partout dans le musée là, avec du gel pour se laver les mains. Il faut suivre un certain parcours pour éviter de se croiser. Tu sais, dans les escaliers, par exemple, donc on monte dans un escalier, on descend par l'autre ou dans l'ascenseur. Donc, évidemment, il y a vraiment un parcours qui a été fait, qui a été déterminé. Donc, toutes les petites mesures qu'on met en place, finalement, s'accumulent, puis font que le musée, il est vraiment sécuritaire. Il n'y a pas de danger. Là. C'est ça, puis j'imagine aussi, comme on dit, dans un musée, il y a de l'espace pour respecter le 2 mètres, pour pouvoir effectivement mettre des couloirs, si je peux dire ça comme ça. C'est quand même fait pour ça, là. Oui, puis le musée, il est très grand. Entre de Joliette, on est grand, là, donc il y a de l'espace. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un bâtiment qui est assez récent. Et dans les salles d'exposition, la température, mais aussi la circulation de l'air est extrêmement contrôlée. Donc, notre système de ventilation, là, il est top. Donc, tu sais, les conditions là, sont vraiment réunies pour que ce soit sécuritaire. Donc, la santé publique était très heureuse de nous donner la permission d'ouvrir. Là. Oui, c'est ça. Puis on est très heureux aussi que vous puissiez ouvrir. Là. Je pense que ça va faire du bien aussi, comme on dit, aux citoyens de pouvoir se changer les idées en allant au musée, puis à vous de pouvoir accueillir les visiteurs. Tout à fait. Tu sais, l'art, ça fait du bien de se promener, de voir du beau, d'être ému par les œuvres. Ça nous permet de nous changer les idées. Exact. Puis là, vous dites qu'il y avait une petite file d'attente hier. Donc... Toute petite. Quelques personnes, 3 ou 4 personnes, c'était une cellule familiale, mais on était tellement heureux de voir là, les premières personnes à arriver. Donc, on les a accueillis là, à bras ouverts. Donc, c'est ça, tant mieux. Il y a eu déjà des personnes qui sont venues. Oui, je pense que les gens attendaient impatiemment que le musée réouvre. Nos expositions actuellement sont magnifiques. Puis, elles ont eu, à l'automne dernier, très peu de temps de vue. Là. On a ouvert l'exposition, puis je crois que c'est quelque chose comme 10 jours plus tard, on devait fermer parce qu'on tombait en zone rouge. Donc, peu de gens avaient eu l'occasion de voir. Puis, elles sont tellement exceptionnelles, ces expositions-là. C'est quand même une grande envergure là, dans nos salles. Les gens, ils en ont entendu parler pendant la pandémie. Le musée a eu aussi une super belle couverture médiatique due à des projets comme Musée en quarantaine, par exemple, ou Art en boîte. Donc, suite à ça, ou la murale des Ruomans à Ouachiche aussi, qui a connu une belle popularité. Donc, à ce moment-là, les gens, ils étaient très, très excités de pouvoir enfin les voir en vrai, ces œuvres-là, ces expositions-là. Parfait. Puis, justement, on pourrait parler un petit peu des activités, de ce qui a lieu. Donc, vous étiez préparé avec une foule d'activités en ligne avant que les annonces soient faites. Les activités sont toujours disponibles, ils vont rester là? Les activités, elles demeurent en ligne pour le moment parce que la santé publique permet donc la réouverture du musée pour les visiteurs autonomes, les cellules familiales qui peuvent venir déambuler dans nos salles, mais interdit toujours la tenue d'activités, donc tu sais, les regroupements. Donc on ne peut pas, par exemple, offrir de visites guidées ou d'ateliers créatifs, mais par contre, on continue d'en offrir en ligne à nos jeunes, par exemple. Là, je pense à nos matinées créatives. Nous, au Musée d'art de Joliette, on a cette habitude-là. 2 fois par mois, les dimanches matins, on réunit des familles et on parle de différentes thématiques, on échange et ensuite on crée. Ça peut être soit avec une médiatrice culturelle ou encore avec un artiste de la région. Et puis, on a gardé ces habitudes-là, mais on l'a transposé en ligne. Donc, les gens viennent au Musée d'art de Joliette, passent à la boutique, récupèrent leur petite boîte de matériel. Et ensuite, le dimanche matin, encore en pyjama, avec le déjeuner sur la table, se joignent à l'équipe d'animation, à la médiatrice ou avec l'artiste. Et là, on discute, on échange, on ouvre la boîte, on crée ensemble. Donc, ça permet de garder ce contact-là avec notre communauté créative, avec nos familles. Et puis,
bien évidemment, au début de la pandémie, on l'a testé, hein, cette matinée créative-là, voir si ça allait fonctionner, parce que la force du musée d'art de Joliette, c'est le contact humain, c'est les échanges qu'on a avec les gens. Puis là, en ligne, c'est un format qui se prête un peu moins, mais finalement, au contraire, les gens partagent encore, tu sais, on donne des droits de parole, on échange tout le monde ensemble, donc c'est vraiment, ça fonctionne bien. Donc, pour cette saison, comme on ne peut pas encore les tenir sur place au musée, bien, on va poursuivre à raison de 2 dimanches par mois nos matinées créatives en ligne, puis les gens passent à la boutique, ramassent leur boîte. Parfait. Puis justement, j'imagine que c'est pour ça que la semaine de relâche a été aussi annulée dans l'optique où on ne peut pas faire l'activité, mais vous avez proposé une relâche créative en ligne. Pouvez-vous me parler un peu de c'est quoi la relâche créative en ligne? C'est encore un peu le même principe, c'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 11h, donc le matin, de faire un atelier, un rendez-vous quotidien de création. Tu sais, avant d'aller jouer dehors, d'aller dépenser son énergie, d'aller patiner, faire du ski, peu importe, de commencer la journée avec une rencontre virtuelle avec d'autres amis, avec une médiatrice culturelle, d'échanger, puis de créer, tu sais, de s'ouvrir, de changer l'idée, puis après ça, d'aller dehors. On trouvait que c'était une super belle façon là, de passer sa semaine de relâche. Et puis, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'exposition idéale de l'artiste Hervé Tullet. Donc, c'est un projet qui est international. Donc, partout à travers le monde, il y a des gens qui participent à cette exposition idéale. Donc, c'est un artiste qui a fait différentes capsules vidéo où il présente des gestes de création. Donc, déchirer, découper. Et puis, dans le fond, nous, on va s'inspirer de ça. Donc, on s'est inscrit auprès de l'artiste. On va participer à son projet. Donc, avec les gens en ligne, avec les enfants, on va discuter de c'est quoi déchirer, qu'est-ce qu'on peut déchirer, comment. Tu sais, on échange là-dessus. On voit des œuvres de la collection du Musée d'art de Joliette où on voit des artistes qui ont utilisé ce geste créateur-là. On échange, on discute et ensuite, on crée. Donc là, on déchire, on va faire. Et à la fin, les enfants ou les parents sont invités à prendre en photo les œuvres et à nous les faire parvenir. Et nous, on va créer en ligne une exposition virtuelle. C'est vraiment des murs blancs, on va accrocher virtuellement les œuvres des enfants dessus et les familles vont pouvoir ensuite déambuler, marcher virtuellement dans cette salle-là. Et ce sera ajouté, cette exposition-là, donc ces images-là, à l'expo idéale de Hervé Tullet. Donc, ou Tullet. Je ne sais pas si on dit Tullet ou Tullet. Parfait, c'est super intéressant, justement. Ça fait en plus, c'est concret, justement, vu qu'ils peuvent après voir leur œuvre accrochée. Ah oui, tout à fait. Il faut nous laisser un petit temps, par exemple, après pour créer l'exposition en ligne. Là. Mais une fois que ça sera fait, là, les gens vont pouvoir déambuler sécuritairement, virtuellement, dans cette salle imaginaire-là de l'exposition idéale. Ça va être formidable. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des inscriptions présentement? Bien, en fait, les familles sont invitées à aller sur le site Internet du Musée d'art de Joliette et puis là, de s'inscrire directement en ligne. Donc, évidemment, les places sont limitées parce que ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent s'exprimer, puissent échanger les uns avec les autres. Et puis, on veut vraiment que la médiatrice puisse donner toute l'attention à chacun des enfants. Et donc, pour ça, une classe qui est trop grande ou un groupe qui est trop grand, c'est plus difficile à gérer. Donc, les places sont limitées. On invite les familles à aller s'inscrire là, sur le site Internet. Puis, ça coûte combien? Je sais pas si... L'activité, je crois, elle est 65$ pour les membres du Musée d'art de Joliette et 85$ pour les non-membres. Et ça comprend quoi? Mais ça comprend, donc, c'est les 5 activités de 2 heures chacune. Ça peut paraître long, mais il va y avoir des petites pauses aussi, là, des biopauses, comme on appelle. Et puis aussi, ça comprend donc le matériel. Donc, on invite les familles qui s'inscrivent à passer à la boutique du musée pour récupérer le matériel créatif dont ils auront besoin pour les ateliers. Ça comprend l'animation aussi. Donc, c'est vraiment, c'est assez complet. OK, parfait. Tantôt, vous avez parlé vite du musée en quarantaine, qui est un projet qui a fait beaucoup jaser, je crois. Comment ça se passe présentement? Est-ce que vous avez eu beaucoup, je sais qui continue encore, j'ai vu quelque chose qui
qui était là, comme 6 jours, je pense, là, un thème sur votre blog. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réalisations artistiques? Comment? Énormément. Donc, en fait, comment fonctionne le musée en quarantaine? C'est qu'à chaque mois, on lance une thématique. Okay. Par exemple, la thématique actuelle, c'est inspiré de Philippe Allard, c'est le plastique. Okay? Et à chaque semaine, les employés du musée, les conservateurs, les commissaires, il y a des artistes aussi qui vont écrire des textes pour inspirer les gens sur la thématique du plastique. Donc, à travers ça, on voit des artistes qui expérimentent, qui font des œuvres à partir du plastique ou qui traitent de la thématique du plastique. Donc, les gens peuvent lire. Aussi, également, une fois par mois, on présente un texte pour les familles. Donc, c'est même pour les enfants aussi qui peuvent lire ce texte-là en famille. Et il y a un petit atelier créatif ensuite qui est lié à ça. Et au bout du mois, on invite les gens à nous faire parvenir des visuels, des photos, des œuvres qui sont créées. Et on fait une exposition en ligne là-dessus. Donc, le site, c'est à la fois un blog où on inspire les gens, on leur donne plein de contenu. Et la deuxième partie, c'est une exposition virtuelle qui est collective, qui est communautaire. Donc, c'est à la fois des gens, on a des artistes qui participent, mais on a aussi des gens qui ne sont pas artistes, qui font juste réfléchir, penser à autre chose, créer, s'inspirer. Donc, on a vraiment créé une communauté là, de gens. Il y a des enfants qui participent également, qui nous font parvenir leurs visuels. Donc, on retrouve de tout. Tu sais, c'est pas que des gens qui s'y connaissent là, qui participent. C'est pour tout le monde. Parce qu'on l'a dit, l'art, ça fait du bien. Exactement. Puis en ces temps de pandémie-là, c'est quoi de mieux que de dire, pendant 1 heure, je vais lire les textes, je vais prendre des crayons, du papier, puis je vais créer. Tu sais, moi, ce que le plastique, moi, m'inspire, et puis je vais envoyer cette œuvre-là, puis ça va m'avoir fait du bien. C'est pendant ce temps-là où je vais avoir pensé juste à d'autres choses. Il n'y a pas de prétention là, au-delà de ça que de se faire du bien. Dès l'automne prochain, effectivement, il va y avoir de nouveaux programmes dispensés, essentiellement du côté de l'UQTR, juste pour faire un peu la genèse de tout ça. Le Centre régional universitaire de la Naudière, ce n'est pas une université. Par contre, l'organisation a signé des ententes avec 3 universités, dont l'UQTR, l'UQAM et l'Université de Montréal. Actuellement, il y a plus de 20 programmes qui sont dispensés, que ce soit du côté de Joliette, de l'Assomption, Repentigny et Terrebonne. Dès l'automne prochain, notamment 2 bacs en enseignement qui vont être dispensés du côté de l'Assomption. Donc, c'est une bonification parce qu'on retrouvait jusqu'à maintenant un certificat. Puis nous, notre volonté, c'est vraiment que les formations soient qualifiantes et qu'on assure la rétention de nos étudiants parce que quand on a un certificat ou un programme de premier cycle, bien, c'est sûr qu'on doit terminer à l'extérieur de la région, puis ce n'est pas ce qui est souhaité. Donc, il y a 2 bacs en enseignement qui s'en viennent. Il y a un DESS en sciences comptables dès l'automne prochain du côté de Terrebonne. On parle éventuellement aussi d'une maîtrise en sciences comptables. Il y a aussi probablement un bac en psychologie qui s'en vient aussi. Donc, il y a beaucoup d'effervescence là, au Centre régional universitaire de la Naudière. Puis vous voyez aussi qu'on est quand même assez présent sur le territoire avec de la publicité. On a déployé un plan de communication là, quand même assez ambitieux, que ce soit les autobus, les ABBus, sur les réseaux sociaux. On nous voit même de temps à autre à la météo là, du côté de l'LCN. Donc, on essaie de bonifier l'offre actuelle de programmes universitaires parce que c'est notre mission, mais on essaie aussi de faire la promotion des programmes existants parce que c'était quand même, somme toute, méconnu du grand public. Puis, à tous les 2 ans, on réalise une étude bisannuelle pour identifier les besoins des organisations de la région, mais aussi les aspirations des étudiants. Ça doit être en adéquation parce qu'on a beau définir des besoins. Si les étudiants ne sont pas au rendez-vous, nous ne sommes pas plus avancés. Donc, voilà, ça fait un peu le tour là, de ce qu'est le CRUL, des programmes qui sont actuellement disponibles aussi sur le territoire. Il y en a d'autres qui vont être annoncés incessamment, mais faire peut-être un petit survol rapide du côté de Joliette, c'est le fameux bac en sciences infirmières qui était très populaire. On a aussi un bac en administration des affaires, profil gestion des ressources humaines. Du côté de l'Assomption, c'est une vocation au niveau de l'enseignement. Et puis à Terrebonne, on a aussi là, des bacs en sciences
comptables, en administration, de l'UQTR, de l'UQAM. Il y a l'UDM qui dispense aussi du côté de Repentigny un DESS pour les gens là, qui sont dans le domaine scolaire. Donc, il y a quand même beaucoup là, de possibilités. Puis éventuellement aussi au niveau de l'Université de Montréal, on a des discussions pour un certificat en droit et en gestion des ressources humaines aussi. Donc, c'est en développement. On est toujours en pourparlers de façon constante avec nos 3 universités, justement pour répondre aux besoins des organisations, mais aussi pour s'assurer que nos jeunes demeurent en région, parce que souvent, j'en parlais la semaine dernière, on est un peu dans le sens inverse. On fait des campagnes opération séduction pour essayer d'attirer des gens de l'extérieur, quand souvent on a les talents dans la Naudière, mais qu'on n'est pas en mesure d'assurer leur rétention. Donc, c'est ce qu'on fait en implantant davantage de programmes. Et puis, dernièrement, on a eu l'occasion d'en discuter. Nous avons embauché une ressource qui s'occupe des entreprises, qui est Mme André Tousignan, qui est bien connue, qui a été du côté de Béni pendant de nombreuses années. Donc, ça, on aura aussi l'occasion d'en discuter concernant cette initiative-là pour les travailleurs en cours de carrière. OK. Puis, les programmes, en fait, vous les sélectionnez avec les besoins dans la Naudière? C'est comme la sciences infirmières, les choses comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin dans la région? Bien, tout à fait. Dans l'étude, ça a été assez clair là, au niveau des sciences infirmières. Aussi, au niveau de l'enseignement, on disait qu'il y avait un besoin de plus de 400 professionnels. Donc, on a 2 centres de services scolaires quand même assez importants, principalement les affluents, les SAMOR, mais aussi des établissements privés. On a la commission scolaire anglophone aussi, Wilfrid Laurier. Donc, beaucoup de demandes et de besoins de ce côté-là. Et puis, effectivement, c'est le but de l'étude qui est réalisée tous les 2 ans, c'est de bien circonscrire tous ces besoins-là, puis de voir comment les universités peuvent répondre aux besoins qui sont identifiés, parce que c'est un processus qui est quand même assez complexe, assez long. On doit faire des demandes auprès du recteur ou de la rectrice de l'université. Après ça, c'est la vice-rectrice ou le vice-recteur aux affaires académiques. Après ça, vous avez le doyen au décanat des études. Et par la suite, vous avez le département aussi qui se positionne. Et là, vous avez la concertation des 3 universités pour voir qui va offrir le service. Donc, vous voyez, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas si simple que ça. Puis, un autre mandat aussi qui nous est dévolu, c'est celui de trouver des locaux. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, c'est principalement au sein des 3 constituants du Cégep régional de la Naudière. Puis de leur côté, eux-mêmes ont des enjeux significatifs au niveau des espaces qui sont de plus en plus restreints. Donc, on doit trouver d'autres alternatives pour loger nos étudiants de plus en plus nombreux avec des programmes qui sont de plus en plus nombreux aussi. C'est ça. Puis j'imagine aussi que quand on part un programme, il faut quand même un minimum d'étudiants qui sont inscrits ou il faut quand même qu'il y ait des gens qui décident d'y aller, sinon... Effectivement, on a des cohortes, habituellement, c'est autour de 40 étudiants parce qu'il y a effectivement une question de rentabilité. Donc, ça aussi, ça fait partie justement de l'étude qui identifie les besoins et puis est-ce qu'on voit s'il y a une aspiration, s'il y a une volonté de la part des étudiants d'étudier dans les programmes qu'on offre. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de l'adéquation parce que c'est quand même une démarche qui est longue et complexe. Donc, on doit s'assurer effectivement qu'on a des cohortes qui sont quand même relativement pleines parce qu'il y a des coûts à tout ça, puis d'aménager les locaux comme du côté de l'Assomption, ce sont de nouveaux locaux qui sont aménagés. Donc, on doit les convertir pour qu'ils répondent là, aux besoins des programmes spécifiques. Parfait. Donc, tu as été invité au camp d'entraînement de l'équipe canadienne. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça a toujours été un but pour moi d'avoir cet accomplissement. Donc, c'est sûr que ça vaut beaucoup, mais ça fait juste que commencer. Donc, c'est juste pour build, c'est juste pour le momentum, dans le fond. OK. Puis... je dirais que c'est un camp où est-ce qu'il y avait beaucoup de nouvelles joueuses. Fait on ressentait l'énergie que la plupart d'entre nous, on vivait quelque chose de gros et de nouveau. Fait que c'est ça qui faisait que c'était super cool. Puis même chaleureux, on dirait qu'on était tous là ensemble. Je suis revenue à Chicago dans mon équipe professionnelle parce que je me suis blessée en camp. Donc, j'ai dû retourner à Chicago pour prendre soin de ma blessure. Mais c'est ça. C'est
une mauvaise chance, mais on va prendre ça, on va prendre le bon côté des choses, puis je vais essayer d'apprendre beaucoup de ma blessure, donc... Ça, c'est quand même... je vais bien, du moins. Et ça, c'est quand même une belle expérience, j'imagine. Je pense que tu avais mentionné que Christine Sinclair, c'était une de tes idoles, puis là, tu as pu faire un camp avec elle. C'est quand même... C'est ça, elle non plus n'était pas au camp, on n'a même pas pu se rencontrer, tu sais. Mais j'ai rencontré d'autres joueuses que je respecte énormément, fait que ça a été super. Mais, tu sais, avec... comment que le camp se déroulait, je sais que je vais avoir un retour et je vais pouvoir me prouver une autre fois. C'est juste que, c'est ça, des blessures, ça arrive et il faut juste que j'en prenne soin. C'est juste comme tout le monde vit ça, fait que c'est juste plate que ça m'arrive à mon premier camp. Oui, c'est ça, c'est dommage. Surtout, j'imagine, après, on est quand même en pandémie, là, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent quand il y a une nouvelle comme ça, fait que tu veux comme continuer d'être dans les bonnes nouvelles, là. C'est ça. Je comprends. Tu as fait aussi tes premiers pas cet été avec ton équipe à Chicago. Comment as-tu vécu ça? C'est vraiment pas à quoi je m'attendais. C'est mieux. Je vais commencer par dire que c'est beaucoup mieux. Le niveau est exemplaire. Pour vrai, je pensais pas être dans un niveau qui allait être aussi professionnel que ça. Déjà, je trouvais qu'en université, on traitait ça pas mal professionnellement. Moi, je suis allée à West Virginia, puis la culture de l'équipe, c'est très professionnel. Puis je m'attendais à similaire, mais c'est un autre niveau. C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience, du bagage. Chaque moment c'est ça, c'est un niveau professionnel d'un point de vue nutrition. Comment tu prends soin de ton corps, ce que tu fais dans ton temps libre, c'est next level. Like, pour moi, c'est super inspirant, puis ça m'a juste poussé à continuer à avoir cette attitude. Puis, la manière que j'ai approché mes matchs, le feeling était différent parce que j'avais l'impression que je suis partie d'une équipe universitaire où est-ce que j'étais un leader, puis je suis rentrée dans une équipe où est-ce que je suis nouvelle, puis j'avais de la misère à avoir les relations avec mes coéquipières en partant parce que tu rentres dans une nouvelle équipe, mais l'énergie, ça se sent, puis ça prend ça vraiment au sérieux, fait que tu rentres dans le groupe, puis ça va bien, Donc, je peux dire que j'ai vécu ça d'une belle manière, ça a été super accueillant, mais aussi c'est un niveau professionnel où est-ce que la barre est haute. Parfait. Puis présentement, là, tu es blessé, mais avec la pandémie, est-ce que vous avez quand même des entraînements ou des matchs de cédulés, des choses comme ça qui vont arriver? Ou... Oui, c'est ça. Avec Chicago, on est présentement en pre-season, donc on s'entraîne avant la saison. Puis c'est à tous les jours, on a quelque chose. Donc on s'entraîne et on va avoir des matchs hors concours qui s'en viennent. Puis la saison, je pense qu'elle commence en avril. La cédule n'est pas sortie spécifiquement, mais ça s'en vient. Puis ça va être une longue saison cette année, compensée pour l'année passée. Ah, OK, je comprends. Au moins, c'est positif si vous avez une saison. Ouais. Pourquoi vous avez ouvert une galerie d'art? Comment vous est venue l'idée d'ouvrir une galerie d'art? Vas-y. En fait, tout part de projets parce que, je veux dire, je suis moi-même artiste peintre, œuvrant dans le milieu depuis une bonne quinzaine d'années. Puis, tout est parti, en fait, d'un élément clé qui a été une foire internationale. J'ai participé à un élément international qui a fait en sorte que on voulait vraiment faire connaître aussi le milieu de l'art. On voulait vraiment faire partager aussi, autant régional, national qu'international, le marché de l'art, en fait. Vraiment. Puis d'amener des artistes québécois, vraiment, de pouvoir les amener à l'étranger, de faire voyager leur art.
Puis je pense que c'est venu de là, vraiment, quand on était en Guadeloupe en 2019. Oui. C'était le point de départ de la galerie. Là. Puis, en fait, vous venez de Trois-Rivières, je pense? Moi, je viens de Trois-Rivières, oui. Caroline vient de Trois-Rivières. Moi, je viens de la Mauricie, mais tout près. Je viens de Louisville. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je suis dans la région de la Naudière. Okay. Puis c'est pour ça que vous êtes installé à Berthier? Ben en fait, le point culminant de tout ça, c'est que dans la vie, on est un couple et on s'est construit une maison nouvellement il y a à peu près 2 ans. Oui. Puis, en fait, de là, l'idée de s'établir ici et on a fait vraiment notre étude de marché en fonction de la Naudière. On a vraiment vu que c'était un lieu de création, mais peu de diffusion. Puis on s'est dit, avec l'ère d'aujourd'hui, avec la COVID qui s'est présentée, l'art est plus au numérique, l'art est vraiment dans le sens qui est plus les Internets. Exact. Donc, et même là, les gens, peu importe, sont prêts à se déplacer. C'est que peu importe que l'artiste vienne d'une région éloignée, soit Québec, Montréal, on trouvait vraiment que la Naudière était comme la médiane pour rejoindre autant les collectionneurs d'ici ou d'ailleurs, de Montréal ou de Québec. C'était vraiment le entre les deux. Là. Effectivement. Oui, c'est ça, on s'entend, la Naudière, quand même, la région justement entre Montréal, Trois-Rivières et Québec, qui n'est pas si loin que ça non plus. Effectivement. Donc, vous avez lancé officiellement votre site web en novembre. Oui. Donc, comment ça se passe depuis ce temps-là? C'est en pleine pandémie en plus? Effectivement, mais ça va très bien. Honnêtement, même au-delà de nos attentes, c'est là qu'on se rend compte que la diffusion d'art, même en étant à Berthier, avec Internet, on peut aller toucher des gens de partout au Québec, là, et même d'ailleurs. Oui, la COVID, c'est un événement qui a été marquant. Mais ce qui est marquant pour nous, c'est vraiment de prendre connaissance, que les gens prennent le temps de regarder, de vouloir consommer, de vouloir d'être plus curieux à connaître les arts visuels. D'une part, l'art visuel a pris vraiment d'assaut les réseaux sociaux, devient un certain produit de luxe, mais un produit qui fait du bien. Puis je pense que les gens, ils veulent connaître, ils veulent comprendre. Puis de là, que quand on a ouvert en ligne, ça a eu beaucoup plus d'impact. Puis là, on vient d'ouvrir depuis le 9 février, après les mesures sanitaires. Les gens, ils veulent se déplacer, ils veulent voir, ils veulent connaître les textures, connaître les artistes, ils veulent connaître les nouveautés. Puis de là aussi, nos artistes commencent à prendre vraiment plus aussi d'essence là, à travers tout ça. Puis j'imagine aussi qu'en temps de pandémie, veut pas, on a besoin de se ressourcer, je peux dire ça comme ça, les œuvres d'art, je pense que ça fait du bien au mental à tout le monde. Effectivement. Ouais. Oui, vraiment. Puis ça fait permettre de connaître aussi d'autres courants artistiques, l'abstraction, la figuration, la texture, que ce soit la sculpture murale. Puis ça fait connaître aussi les artistes d'ici. Puis les artistes qui n'auraient pas pensé d'innover, de connaître un nouveau segment de marché dans la Naudière, on a été surpris de la réceptivité. Puis je trouve que ça a un bel impact. Puis les artistes aussi sont comme vraiment fiers puis contents, je pense, de collaborer avec nous par rapport à tout ça. Là. Parfait. Puis pouvez-vous parler un peu de vos parcours? Bien, de mon côté, j'ai un parcours qui touche vraiment pas à l'art. Je suis dans le domaine de la réfrigération depuis que j'ai 16-17 ans. Ça fait déjà près d'une quinzaine d'années. J'ai toujours eu un petit faible pour tout ce qui est côté entrepreneurial, business, marketing, toutes ces petites choses-là. Puis, en ayant rencontré Caroline, il y a 4 ans déjà, j'étais déjà amoureux d'art, mais ça a vraiment accentué mon amour pour l'art. Puis en même temps, ça nous a permis, je pense, en tout cas de mon côté, d'assembler nos forces à toutes les deux, puis d'aller de l'avant avec un projet comme la Galerie Berthollet. Comme c'est toujours les filles qui disent les dates, ça fait 3 ans. Ah, okay. C'est comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Mais pour vrai, je veux dire, pour un artiste, ça a toujours été l'envers de la médaille de connaître les questions gestion, administration, puis tout ça. Puis le fait d'avoir connu énormément de galeries d'art, d'avoir pu connaître aussi l'enjeu de tout ce qui se passe au niveau des centres de diffusion traditionnels, bien moi j'avais envie vraiment de faire connaître aux artistes quelque chose de nouveau, quelque chose de plus actuel, qui réunit tous les besoins actuels que les artistes ont besoin. Puis moi je me dis tout le temps qu'une galerie d'art, ça doit être l'extension de ton bras. Donc je veux que l'artiste ait vraiment une diminution de charge, puis que ça peut lui faciliter pour aller plus dans la création. Donc, pour mon parcours, pour répondre à la question, en fait, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans le milieu des arts. J'ai vraiment touché un éventail
Oui, je suis artiste peintre, mais j'ai vraiment aussi travaillé dans des centres de diffusion. J'ai touché le milieu international. J'ai enseigné l'histoire de l'art. J'ai eu beaucoup de partenariats, beaucoup de comparatifs. J'ai travaillé aussi avec justement des différentes clientèles, que ce soit avec les enfants, les handicapés. Tu sais, ça m'a permis de vraiment... Moi, ma phrase, qui est devenue notre mission d'entreprise, de rendre l'art à la proximité des gens, ça fait partie de ma vie. Je l'ai un peu inculqué, puis je sais que lui aussi tripe là-dedans. Puis c'est devenu comme une passion. Puis de là, le pourquoi que je pense qu'on est rendu là, de mélanger l'administration, de faire connaître, rendre ça plus simple, synthétiser la patente, puis de me présenter l'art d'aujourd'hui avec les artistes qui innovent, puis qui sont comme un peu d'une part à connaître, puis qui sont un peu vedettes là, au Québec.